sommes jeudi, très heureux d'être en votre compagnie, merci de regarder le Grand Talk en version HD, on a envie de dire, c'est une belle aventure qu'on vous propose, chaque jour nous vous proposons comme ça des petites innovations qui pourront augmenter votre confort d'écoute et j'en profite pour dire à tous nos frères des communautés chrétiennes et musulmanes, un moment de jeûne, de carême, de privation. On a envie de vous dire bon courage. J'espère que cette période-là permettra de renouer les liens avec l'Éternel et de recevoir de nombreuses grâces. André, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va plutôt bien, c'est jeudi soir. Demain ce sera vendredi et ce sera la fête, parce que je ne veux pas me prendre la tête. Belle expression de présentateur de l'époque. Voilà. Bonsoir Isabelle, comment ça va? Salut Brice, salut à la team, bonsoir chez vous, je vais super bien. Élisée Polougoué, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien et vous-même? Moi qui dis partout et à tout le monde que vous êtes toujours très taciturne, ai-je raison de le prôner tout le temps? Ben, c'est ce que vous pensez et puis ben, je crois aussi à vous enlever ça, si c'est ce que vous pensez de moi. Merci déjà. Je pense vraiment en plus. Merci. Au cours de cette émission, nous serons en compagnie de M. Thiédier Jean Gervais. Il est président du comité scientifique pour l'organisation de la fête de la Renaissance du PPACI. On aura l'occasion de parler avec lui de cette fête de la Renaissance et d'autres sujets. Tout de suite, les amis, on va s'intéresser à notre image du jour. Elle, c'est Mémé Nguesson Amenan. Elle est âgée aujourd'hui de 103 ans. Particularité, eh bien, cette Mémé est une survivante de cette grande et célèbre marche, cette marche historique des femmes de Grand Bassam en 1949. Eh bien, on a retrouvé Mémé. Oui, là-bas, à Grand Bassam. À Grand Bassam. Ouais. Et la ministre Miss Belmont Dogo lui a rendu visite, lui a témoigné donc le soutien du chef de l'État. Eh bien, l'histoire remonte à plus loin, André. Non mais, enfin, si c'est l'histoire que Brice veut essayer de conter, mais ce qui me plaît dans la démarche, c'est qu'on a des personnes qui ont marqué notre histoire, et il est bon comme ça, qu'à travers quelques gestes de cette nature-là, on puisse les rappeler à nos bons souvenirs que nous en sommes là aujourd'hui, parce qu'il y a des personnes comme notre Mémé qui ont eu une capacité de révolte, et qui ont dit un certain nombre d'injustices devraient s'arrêter. Et je dis, leur sort doit nous intéresser tous les jours et même jusqu'en 2023. Et c'est ça que ça démontre et qui moi, me marque véritablement. Un autre sujet dont on parle, donc je parlais justement de l'histoire qui remonte un peu plus loin. Histoire de cette visite-là de Madame Miss Belmont Dogo, c'est parce qu'il y a eu une forme de SOS d'un reportage qui évoquait donc la précarité dans laquelle vivait cette dame-là, et évidemment dont vous parliez André, avec autant d'éloges, et malheureusement qui se trouvait dans une situation peu recommandée. Tout à fait. Alors le gouvernement, donc à travers le ministère de la Solidarité, a porté donc secours à cette dame en lui offrant donc une maison écologique d'une valeur de 15 millions de francs CFA et des dons en nature et en vivres d'une valeur de 2 millions. Et pour l'histoire, en fait, il faut savoir que des femmes, à l'époque, en 1949, ont marché d'Abidjan jusqu'à Bassam. C'était du 22 décembre au 24 décembre, donc pendant plusieurs jours, pour revendiquer donc la libération des responsables politiques qui étaient mis en prison par les colons français de l'époque. Voilà. La question, allez-y. Et pour rappel aussi, à l'époque, le journal Le Patriote de Saint-Étienne avait fait état donc, de 40 femmes qui avaient été blessées lors de cette marche. On connaît dans certains pays cette forme de culte-là quasiment qu'on vit à ce type de personnes qui ont marqué l'histoire. Eh bien malheureusement, je le dis malheureusement, on a eu même envie de savoir, j'ai lu sur l'affiche, que Mémé, je lis le poste de la ministre Belmont Dogo, Mémé âgée de 103 ans, elle est la suivante, à un moment historique, il y a nous avons découvert son histoire pleine d'émotions dans un reportage. Non, mais vous savez, le temps qu'il va sans doute réagir tout de suite, mais je n'avais pas voulu m'arrêter là-dessus parce que, évidemment, je vais me montrer très critique contre le gouvernement sur ce coup-là. Mais je dis, célébrons une de nos mémoires, une belle mémoire, comme je l'ai dit, mais parce que si on veut s'arrêter dessus, qu'on découvre maintenant, ce n'est pas forcément de sa responsabilité parce qu'elle est de la solidarité, mais ceux qui tiennent la mémoire nationale, c'est aussi le ministère de la Culture. Et tout ça, et tous ces services-là qui gèrent, parce que ça, c'est le patrimoine national, et que tout ce genre de personnages
ne soient pas, j'allais dire, répertoriés. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on ne sache même pas leur existence jusqu'à ce qu'un kidam sur les réseaux sociaux nous dise attention, il y a quelqu'un qui souffre dans un coin. Ce n'est pas quand même très glorieux de notre part. Mais retenons le fait qu'on célèbre nos anciens. Je vais revenir à ce point-là tout à l'heure, André. Élisée, je vous écoute. Oui, déjà, l'acte posé par la ministre est à saluer. Mais comme pourrait le dire André, moi je suis entièrement d'avis. Vous savez, là on se plaint d'avoir une jeunesse qui a en perte de valeur, en perte de repères, qui ne promeut pas suffisamment les valeurs. Mais qui est censé partager ces valeurs-là à la jeunesse? C'est bien les anciens. Mais si les anciens eux-mêmes ne peuvent pas écrire ou du moins garder notre mémoire, la perpétuer, la transmettre, de sorte que cette jeune génération comprenne que l'histoire n'a pas commencé en 2000, ni en 2010, ni en 2020, mais a commencé bien avant ça, et que des gens se sont battus pour qu'eux, aujourd'hui, ils soient là où ils sont, et qu'ils comprennent la nécessité pour ce patrimoine-là, la nécessité pour eux, et pour tous les Ivoiriens de préserver ce patrimoine. Donc c'est vraiment important que pour la mémoire collective, pour les générations à venir, présentes et à venir, vraiment on puisse essayer de reconstruire notre histoire, de lui donner une âme, de mettre en avant ces personnes-là qui ont écrit une partie de notre histoire qui nous permet, nous, aujourd'hui, de pouvoir nous déplacer comme on veut, de revendiquer même cette liberté dont on parle. Donc, vraiment, pour moi, c'était une très bonne chose de l'avoir fait sortir. Et je crois que ça doit être, pour moi, un déclic pour l'ensemble même des Ivoiriens, pour que ces nombreuses personnes, parce qu'elles sont nombreuses, qui ont contribué à ce que la Côte d'Ivoire devienne ce qu'elle est, puissent être mis en avant et qu'on puisse les écouter, les entendre. Là, pour le cas de Mémé Nguessan, Aménan, on va partager même les responsabilités parce que même les médias, même nous, avons besoin de mettre en valeur dans notre travail de recherche, avons besoin même de mettre en valeur à travers des documentaires. Alors, non, moi, Brice, je partage. Je ne veux pas fuir nos responsabilités. Hein. Je pense que tu l'as suffisamment bien expliqué. Je ne veux pas fuir nos responsabilités. C'est le rôle des médias. Mais avant tout, quand même, vous savez, à Bassam, il y a un musée du patrimoine. Le musée du costume. Il y a un musée du patrimoine aussi. Il y a un musée du costume, il y a un musée du patrimoine. Ça veut dire que ceux qui sont censés travailler là-bas, chaque année, l'INSAC et bien d'autres structures qui travaillent dans les domaines de la culture, etc., ils nous produisent des professionnels, des fonctionnaires, ou en tout cas des diplômés de ces matières-là. Leur travail, c'est quoi? Saisir la matière patrimoniale, là, c'est quoi? C'est les bâtiments. Il a parlé de costume, c'est ce que nos choses, mais c'est aussi des hommes. C'est comment on garde dans la mémoire collective des hommes. Même l'acte là même de... Je pense que c'est un camouflet même pour, par exemple, la culture, le département de la culture. Parce que là, on va faire un geste de solidarité parce que tout le monde s'émeut de sa souffrance. Mais Élisée nous évoque la question de la transmission. Mais c'est à quel moment on s'est rendu compte que cette mémoire-là pouvait être, j'allais dire, un socle, un réceptacle d'histoire de la Côte d'Ivoire qu'elle peut partager. Et ça, c'est là où et l'éducation nationale et la culture, tout cela doivent s'interroger. On n'est pas dans la critique, mais il faut qu'à un moment on change notre logiciel. J'en parle parce qu'il y a un grief personnel que j'ai à propos d'une situation. Laurent Pokou, l'homme d'Asmara, toute légende, la légende que Laurent Pokou a été, eh bien on a vu ses déboires un jour, comme ça, comme un citoyen ordinaire et lambda. Là, je comprends, Brice, ouais. Ok, je te comprends. Vous comprenez? Certainement que la personne qui s'en prenait à Laurent Pokou ne savait même pas que c'était Laurent Pokou. C'est exactement de ça qu'on parle. Justement, c'est exactement de ça qu'on parle. Et ça, on devait tous se regarder dans un miroir et en avoir honte. Moi, je le dis franchement, surtout même les aînés, en avoir honte. C'est vrai que très souvent, ici, on a fustigé un peu l'attitude des jeunes, mais aujourd'hui, on est tous unanimes à reconnaître que cette jeunesse-là en perte de repères, vraiment parce que, justement, les aînés n'ont pas fait leur travail. Ils ne font pas leur travail. Ça, il ne faut pas on puisse se le cacher. On ne peut pas être... Moi, je prends simplement même cette histoire de 1949 dont on parle. Combien de personnes aujourd'hui, vous allez demander, savent même l'histoire? On ne sait pratiquement pas. Même sur, comme tu le dis, dans nos médias et même dans nos livres d'histoire, dans nos livres au niveau scolaire, combien sont évoqués tout ce qui concerne les situations d'histoire de notre pays? Il n'y a quasiment pas. Donc, comment on peut construire des citoyens si eux-mêmes, ils ont oublié leur passé, si eux-mêmes ont oublié leur mémoire? Eux, on les abreuve de tout ce qu'on reçoit de partout des autres, mais eux-mêmes leur propre histoire, eux-mêmes leur propre histoire, leur propre histoire n'est pas mise en avant, ça n'émeut personne, ça n'intéresse personne, mais on est prêt à financer ou bien à déployer beaucoup de moyens pour apprendre l'histoire des autres. Mais quel est ce peuple-là? Il faut arriver à un moment qu'on sache où on va. Mais pour qu'on sache où on va, il faut qu'on sache d'où on vient.
On va marquer une pause. Et puis, juste derrière, donc je vous disais, notre invité, M. Thiédé Jean Gervais, président du comité scientifique pour l'organisation de la fête de la Renaissance du PPACI, sera notre invité sur ce plateau. Une pause, à tout à l'heure. Jean-Marc Secka présentait le JT du soir. On est de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci à ceux qui nous rejoignent. Si vous êtes là depuis le début, eh bien, merci d'être fidèles. Eh bien, nous sommes sensibles à ce que vous dites en ce moment sur nos pages des réseaux sociaux. Effectivement, toutes nos excuses pour le retard auquel on a démarré ce rendez-vous-là, pour des questions d'ajustement, pour des questions techniques. Eh bien, parce que nous avons le souci de vous proposer des émissions dans d'excellentes conditions. Et souvent, malheureusement, ça passe par des cookies. C'est comme ça qu'on dit? Oui. Merci Isabelle. Voilà, je cherchais du soutien sur le plateau. Je suis sûr que je l'ai avec vous. Le Grand Talk se poursuit avec un autre sujet. À présent, en tout cas, merci pour vos différentes réactions sur nos pages des réseaux sociaux. Je vous rassure, on les voit, on en tient compte et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu cette forme de mea culpa là avant de commencer cette deuxième partie d'émission. On évoque avec vous, les amis, le congrès du PDCI RDA. André, on l'avait annoncé, on l'avait entendu, et puis on s'était posé des questions. Oui, parce que déjà, la question c'était est-ce qu'il se tiendrait ce congrès? Parce qu'il y a de report en report, et surtout qu'avant ce congrès-là, au sein du PDCI, il y a eu quand même quelques voix un peu dissonantes sur la régularité même de la convocation du congrès, etc. Et puis, quand même, ça arrive aussi dans un contexte où des élections, c'est dans pas longtemps. Vous savez, dans tous les partis politiques, on se prépare quand même à ces élections. Donc, un congrès, à ce moment-là, on se demandait est-ce que ça ne va pas être encore l'occasion de reparler d'élections, etc. Mais je pense que ce n'était pas le cas. On a pu voir, en tous les cas, le PDCI se retrouver et puis réunir pratiquement toute la classe politique, à l'exception, j'allais dire, des anciens présidents. C'est dans la forme. Élisée, Isabelle, dans le fond, qu'est-ce qu'on retient de ce congrès? Alors moi, dans le fond, j'ai envie de dire qu'il y a une phrase, en tout cas du discours du président Henri Konan-Bédié qui a vraiment retenu mon attention, c'est qu'il dit, et je cite, « Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double, unie et déterminée. Joignons nos forces. » En fait, il a appelé son parti politique à possiblement entrer en alliance avec un deuxième parti politique. Voilà. Donc c'est comme ça que vous l'avez interprété? Oui, c'est comme ça que je l'ai Oui, interprété. Il parle de eux-mêmes au sein du parti, je ne sais pas. Aussi, vraiment... parce que c'est possible d'être interprété différemment. On peut dire, l'expression à venir, il appelle à l'union. Ouais. Il appelle à l'union. Non, il a appelé à l'union en interne, mais je pense aussi qu'il a appelé à l'union avec d'autres forces externe. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai vraiment interprété André parle de voix dissonante, donc moi en tout cas dans le discours j'aurais d'abord pensé à l'union interne avant de penser à une quelconque alliance. Il a dit les deux dans tous les cas, dans son discours. Très bien. Élisée? Oui, moi je note juste dans le discours du président Bédié, comme il fallait s'y attendre, chaque fois que l'occasion lui est donnée, il a toujours cette lecture-là, ce diagnostic qu'il essaie de faire à son niveau de la situation, je dirais, socio-politique de la Côte d'Ivoire, de la situation sociale de la Côte d'Ivoire. Et comme il fallait s'y attendre, effectivement, il a dépeint la situation à sa manière. Et on note dans ses propos que, selon le président Bédié, la situation, en tout cas, n'est pas la plus reluisante sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan démocratique même. Et il dit qu'il faut qu'il s'arme afin de revenir de façon démocratique au pouvoir et permettre que la richesse que le pays engrange soit partagée à tous. Donc, c'est ce que je retiens du discours. Mais moi, pour moi, c'est totalement politique. C'est vrai qu'il y a certains qui ont ou bien les autres membres, les membres du parti au pouvoir se sont sentis un peu offusqués par ces propos, ce que je n'ai d'ailleurs pas compris parce qu'on est vraiment dans la politique. C'est le droit du président Bédié d'estimer à un moment précis que la situation telle qu'elle est, elle n'est pas reluisante. C'est son droit le plus absolu et il l'exprime. Et ça, je crois que ça ne devait pas susciter de débat. Je note juste que le président Bédié, à demi-mot, il le dit à demi-mot pratiquement, il reste vraiment dans la course pour 2025. Ceux qui peut-être pensaient le voir se retirer, je crois qu'ils vont remettre à demain ce rendez-vous. Oui, c'est pour ça que les discours en fait, du président Bédié sont assez intéressants parce que quand il parle, il faut comprendre ce qu'il dit et entendre ce qu'il ne dit pas. Donc ça, c'est vraiment... Très bien. Oui, sur le discours du président Bédié, c'est vrai que Suchet disait très souvent sur son argument comme quoi on a le droit de dire ce qu'on dit. Oui, on a le droit de dire, mais il faut que ça corresponde aussi à une forme d'un principe de réalité. Voilà, c'est-à-dire que
toute chose peut être dite, mais il faut qu'elle soit argumentée aussi. Enfin, voilà, c'est-à-dire que c'est pas, le ciel est bleu, moi je ne vais pas dire qu'il est rouge, parce qu'on est politicien. Mais on peut dire qu'on peut le rendre encore plus écarlate, parce que nous, on n'est plus... voilà, mais de façon concrète, qu'est-ce qu'il a dit qu'il ne devrait pas dire? Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit qu'il ne soit pas juste? Si tu vas rentrer dans le côté concret, non, je veux dire que moi, l'expression, parce que très souvent je te l'entends dire, on a le droit de dire oui, on a le droit de tout dire. Mais je veux dire que quand on dit des choses, il faut les argumenter. Parce que quand on veut dire qu'en homme politique, c'est ça aussi qu'il fatigue très souvent nos concitoyens, parce qu'on les catégorise dans ceux qui doivent être contre et ceux qui doivent être pour. Non, les gens peuvent évoluer en fonction des situations, penser que là, on va dans le bon sens, mais là, on n'est pas d'accord parce que ça correspond vraiment à une situation qui est un vrai cas de critique. Mais ce n'est pas tout qui est critiquable. Très bien. Au-delà de ce que vous évoquez là, le PDCI s'est retrouvé avec ses membres, avec ses militants. C'était plutôt une belle fête, vous me direz? Oui. Mais voilà. Oui, ça, il faut le dire. Le PDCI aussi, son congrès, il a réussi quand même à réunir, je dis, une bonne partie de la classe politique ivoirienne. Hein. On a noté quand même la présence même des responsables du parti au pouvoir, en la personne du porte-parole Adjoumani et également aussi de... Mais déjà, le président du directoire. Le président du directoire, pardon, le président Kafana du directoire. La présence du ministre Adjoumani. Le président du ministre. C'est lancé du PDCI. Adjoumani, oui, parce que c'est ça. Oui, ben, comme le gouverneur Beguer Mambé aussi qui était, pour le compte du RAGP, qui est aussi un ancien du PDCI. Il y a eu aussi... On a eu Mme Gbagbo, non, qui était là. Celui de l'Ouest, voilà, je vois même sa tête tout de suite. Monique Claverie, Mme Gbagbo, voilà, comme je le disais, le qui était ministre tous Mabry, là. Voilà. etc. Claverie, Mme Gbagbo, Charles Blé Goudé, ainsi que, bon, voilà, tous les pays représentés un peu. La classe politique, en tout cas, a répondu présent à l'appel de... C'est un grand moment de démocratie, parce que moi, je pense que la démocratie, par les partis, de mon point de vue, est la meilleure des choses. Et donc, il faut la promouvoir. Oui, je pense que le congrès a été réussi. On a envie de dire que c'est le congrès du rassemblement. Ok, vous avez eu envie de le dire. Rassemblement pour le PDCI. Vous avez eu envie... Ou bien pour tout le monde. Vous avez eu envie de le dire. Vu que toutes les forces y étaient réunies, j'ai envie de dire le rassemblement politique. Très bien. Alors, les amis, on parle de fête au PDCI, au PPACI, on parle de fête également, fête de la Renaissance. On va en parler tout à l'heure, maintenant même d'ailleurs, en compagnie de monsieur le président du comité scientifique pour l'organisation de la fête de la Renaissance, l'honorable Tchaïdé Jean Gervais, député de l'Assemblée nationale. On va accueillir sur notre plateau. Installez-vous. La fête de la Renaissance. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, comment on présente la fête de la Renaissance à nos téléspectateurs? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi la baptiser ainsi? On fait un peu l'historique de... Alors, merci beaucoup. Nous avons baptisé cette fête, la fête de la Renaissance, parce que pour nous, PPACI, hier FPI, on était donné pour mort par Choi, qui disait « c'en est fini du président Gbagbo et de son parti » en 2011, au lendemain de ce qu'on sait. Et de 2011 jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo regagne la Côte d'Ivoire, ça a été une longue bataille, quelquefois à l'abordage. Vous savez ce que c'est que l'abordage. On saute d'un bateau à un autre pour aller s'empaler quelquefois sur les épées, avec la volonté de reconquérir le bateau. Et donc, c'est une renaissance, parce que le 31 mars 2021, comme vous le savez tous, le président Laurent Gbagbo a été définitivement acquitté par la Cour pénale internationale. Son parti, qui pendant 10 ans s'est battu pour rester en vie, s'est battu pour faire en sorte que le président Gbagbo reste au centre du jeu politique, eh bien, pour nous, c'était une victoire. Et nous sommes donc partis de la résistance à aujourd'hui la Renaissance. C'est pour cela que le 31 mars a été consacré par nos textes, les textes du PPACI, comme fête statutaire au cours de laquelle on commémore, on célèbre la résistance des partisans du président Laurent Gbagbo, de son parti, et aussi on célèbre notre renaissance pour une Côte d'Ivoire meilleure, pour une plus grande participation aux jeux politiques en Côte d'Ivoire et pour que nous présentions une offre politique qui soit crédible et constitue pour la Côte d'Ivoire une alternative crédible. Monsieur Tchaïdé, on n'a pas, j'allais dire, à nier la volonté de votre parti de fêter une fête qui s'appelle la Renaissance. Mais pourquoi l'abandon, à la limite, de la fête de la liberté? Eh bien, d'abord parce qu'il faut éviter de la confusion. Ouais. La fête de la liberté est une fête qui est liée étroitement à l'appellation Front populaire ivoirien. En 1990, lorsque le président Laurent Gbagbo et ses compagnons ont fait ce qu'il fallait
et que le président Houphouët-Boigny a cédé pour donner le multipartisme, nous, le Front populaire ivoirien à l'époque, a donc institué dans ses statuts et règlements intérieurs une fête le 30 avril de chaque année, appelée Fête de la Liberté. Mais comme vous le savez, depuis le 9 août 2021, et depuis surtout le 17 octobre 2021, nous avons décidé de changer et de créer un nouveau parti qui s'appelle le PPACI. Donc la Fête de la Liberté est restée en héritage pour le FPI aujourd'hui, dans l'enveloppe. Et nous sommes à la renaissance maintenant, parce que la liberté, on l'a fêtée pendant 30 ans. Juste permettez que je relance notre invité, mais sur ça, quand même, ça pose un problème quand même un problème d'histoire. Parce que, honorable, quand même, l'histoire, c'est que le multipartisme est un élément, est un point d'ancrage de la démocratie de notre pays. Donc, je dis, ce n'est pas à géométrie variable. Vous ne pouvez pas laisser une fête qui serait un héritage du FPI, alors que c'est un héritage national. Le fait que le président Houphouët est sous la pression de Laurent Gbagbo et bien d'autres, accepté d'aller au multipartisme, ça pose un petit problème, non? Non, pour nous, il n'y a aucun problème. La gauche est plurielle. La gauche est plurielle. Et comme disait Mao Tse-tung, que 1000 fleurs fleurissent. Que 1000 fleurs fleurissent. Nous sommes dans la logique de continuer le combat de la démocratie, le combat de la souveraineté, le combat d'une Côte d'Ivoire plus riche de sa diversité. Et donc, cette gauche peut garder les acquis du passé et s'enrichir de nouvelles conquêtes. C'est le cas de ce qui se passe aujourd'hui. La Renaissance ne fait pas abstraction de la liberté que nous avons obtenue au prix de 1000 efforts, de 1000 sacrifices. Mais nous sommes passés au stade de la Renaissance parce qu'il faut donner un signal. Est-ce que la question d'André, justement, ne permet pas de mettre à nu une forme? Parce qu'André, lui, dans son grand rêve, cette fête de la liberté était une fête nationale, c'est une victoire pour l'ensemble du pays. Oui. Mais on le voit bien, on a un peu l'impression que c'est juste une fête obtenue par un parti. La Renaissance, en tout cas. La Renaissance ou la liberté, déjà la liberté. La liberté, c'était la fête de la liberté était une fête, est toujours une fête qui est une fête qui fait appel à tous les démocrates qui ont transpiré sang et eau pour qu'on en arrive là. Donc, nous n'avons pas renoncé à notre passé. C'est un passé historique, comme le disait M. André Bois, on le reconnaît. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, il faut aussi marquer le coup pour dire que lorsque le président Laurent Gbagbo était déporté à la Cour pénale internationale, combien était-il en Côte d'Ivoire et en Afrique qui donnait chair de sa peau? Surtout lorsqu'on voit ce qui est arrivé à Charles Taylor. Et donc, lorsque, après 10 ans de lutte acharnée, de combat stoïque, de résistance et de résilience, on obtient cette victoire historique, il faut marquer le coup. Eh bien, dans les circonstances actuelles, il fallait marquer le coup. Et c'est ce que nous avons fait. On aura l'occasion de parler de ce qui est à l'intérieur de cette fête de la Renaissance. On a d'autres questions, certainement? Oui, moi je voudrais rebondir en fait sur ce que disait M. Tchéidé. C'est vrai que cette fête de la Renaissance, à vous entendre, hein, elle vient consacrer cette forme de résilience, vraiment, je dis du retour, dirons, de l'enfer au paradis, en quelque sorte, que vous voulez célébrer. Mais on peut quand même célébrer cette fête tout en ne régnant pas son passé. Parce que pour moi, abandonner la fête de la liberté, c'est un peu comme si on renonce, c'est ce que André disait, vraiment qu'on régnait pratiquement son passé. Est-ce que ce n'est pas un peu comme si on régnait carrément son passé? Non, pas du tout. Alors, au risque de me répéter, je vous ai dit, peut-être qu'il fallait développer. Quand j'ai dit que la gauche est plurielle, nous n'abandonnons pas l'espoir qu'un jour, toute la gauche, telle qu'elle était en 1990, se retrouve pour donner encore un plus grand espoir à la Côte d'Ivoire. Donc, au lieu de s'arracher, de se batailler, enfin de se bagarrer sur la paternité d'une fête et de donner un spectacle qui pourrait être à la limite risible, eh bien, pourquoi les camarades qui sont restés au Front populaire ivoirien ne continueraient pas de fêter la fête de la liberté? Et nous fêtons la fête de la Renaissance. Cela ne veut donc pas dire que nous renonçons à
Mais quand même, nous avons tous transpiré pour cette liberté. Alors justement, permettez-moi de rêver un tout petit peu. Je voudrais quand même dire que je suis ici pour vendre la fête de la Renaissance. On va terminer sur le point. Voilà. Rassurez-vous. C'est bon que nous soyons concentrés sur cela. Mais permettez-moi de revenir un tout petit peu et d'imaginer que ce jour-là, vu que vous en parlez, vous êtes un tout petit peu les pères aussi de cette fête de la liberté. Est-ce qu'on pourrait vous voir, par exemple, aux côtés du FPI en train de célébrer? Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Très bien. Voilà. Ça, Allez. c'est bon. Vous avez mis fin à la question. Revenons à la fête de la Renaissance. Qu'est-ce qu'on aura à l'intérieur de cette fête? Alors, Qui la sont fête ceux de la qui sont entendus Renaissance, aussi? c'est un peu le prolongement de ce que nous avons l'habitude de faire dans nos fêtes statutaires. Eh bien, en tant que comité scientifique, nous avons concocté un programme qui permet aux militants de converger vers le village de la Renaissance dès aujourd'hui. C'est en train d'être fait. Donc, toutes les fédérations viennent de l'intérieur du pays, de toutes les régions de Côte d'Ivoire, et convergent, comme d'habitude, vers le lieu qui a été désigné. Cette année, c'est la place Figayo de Yopougon qui abritera cette fête. Et cette fête va se dérouler en 2 étapes. Il y aura d'abord la fête militante à Yopougon le 31 mars, c'est-à-dire demain, vendredi. Et donc, à cette fête, eh bien, ce qui va se passer, c'est que dès 8 h du matin, les fédérations, les délégations vont se mettre en ordre pour commencer le défilé de la Renaissance. Il y a un défilé. Il partira d'où à où? Le défilé partira de la place Jesse Jackson à Figayo, en passant par la place CP1. Okay. C'est l'itinéraire qui a été arrêté de commun accord avec les autorités policières et administratives. Et donc, c'est cet itinéraire que les militants emprunteront. Je peux vous dire déjà que dès ce soir, les militants sont déjà sur place et demain, à la première heure, ils se mettront. Ils en ont l'habitude. Moi, je vais lui poser une question comme ça au passage. Est-ce qu'on ne risquait pas de perdre un peu une partie des fonctionnaires? Parce que c'est jour ouvrable, vendredi, et d'autres travailleurs. Alors les fonctionnaires qui n'auront pas pu se libérer pourront nous prendre le train en marche, ça c'est sûr. Entre midi et 2. Mais le peuple du PPACI est un peuple divers qui, pour la plupart, dans les professions libérales, des gens qui s'auto-emploient, des gens qui représentent les différentes couches de la société. On sera là. Il y a un autre point, c'est ça? Est-ce qu'on finit avec le Alors donc, le calendrier, c'est ça. Le défilé commence à 8 h. Enfin, on se met en... Et dès que le président Gbagbo s'installe, avec la direction du parti en tête, le défilé s'ébranle. Et le défilé dure en général 2 heures. Parce qu'on a 500 fédérations sur l'ensemble du territoire national. Et chaque fédération passe devant le président avec chacune sa pancarte et son message. Et donc, les fédérations vont passer. Et à la fin, eh bien, après le défilé, ce sera les allocutions. Donc, le fédéral de Yopougon. Ensuite, c'est vrai, en tout cas, moi, je pense que ceux qui sont... Voilà, ils le verront. Mais il y a un point, Oui, Isabelle, je crois que c'est ce que vous évoquiez, le point avec la jeunesse. C'est ça. Alors, donc, ça, c'est le premier jour, le vendredi. Le deuxième jour, le samedi, 1er avril, le président Gbagbo s'adresse à la jeunesse. Très bien. Donc ça, c'est les grandes articulations. Nous, c'est les Isabelle, une question. Alors, moi, j'ai juste une question. Alors, il y a un journal de La Place qui a titré donc des propos de l'honorable Georges Armand Ouigné, qui disait que le 31 mars, c'était donc le triomphe de la démocratie. Or, en face, on a également le RHDP qui célèbre le 11 avril et qui déclare en fait cette journée comme étant le triomphe de la démocratie. Donc, finalement, quel est le message en fait à retenir? Alors, chacun voit midi à sa porte, c'est vrai. Mais pour nous, la démocratie, ce n'est pas les bombes. Et lorsqu'il y a un contentieux électoral, on s'assoit et puis on en discute. Mais on ne va pas refaire l'histoire. Comme je l'ai dit, si nos frères d'en face considèrent qu'au lieu de recompter les bulletins, on a utilisé les armes, c'était le triomphe de la démocratie, eh bien, ils en prennent la responsabilité, libre à eux de le penser. Mais nous pensons que plutôt que de prendre les armes parce que notre leader a été pris, nous avons attendu patiemment. Nous avons battu le pavé. Nous avons fait tout ce qu'il fallait pour que le président Laurent Gbagbo reste au centre du jeu politique en Côte d'Ivoire. Et après 8 ans de procès, eh bien, sans même qu'aucun de ces témoins ne prenne la parole,
il a été acquitté et il est revenu. Et ça n'a blessé personne, ça n'a tué personne. Et nous sommes revenus il est revenu reprendre sa place dans le combat politique. Pour Très nous, bien. c'est ça qui est la démocratie. D'accord, très bien. Tout à l'heure, vous avez dit que donc, le président Laurent Gbagbo allait donc s'adresser à la jeunesse. Mais au niveau du dispositif même de l'organisation de cette célébration, Oui. quelle est la place de la jeunesse? Alors, d'abord, dans le comité d'organisation, plus de 60% des personnes commises aux tâches sont les jeunes. Et Les jeunes sont là pour soulever les chaises. C'est et les ça. bancs. Non, Est-ce pas que- du tout. Pas du tout. Les jeunes, je vous rappelle par exemple que la fête de la liberté 2019 a été confiée à Kwa Justin. Ouais. Kwa Justin ne soulevait pas les chaises. Il était le grand concepteur de la fête. Cette année encore, c'est lui, avec Damana Picasse, avec Stéphane Kipré, c'est eux qui sont au devant. Et nous sommes le comité scientifique pour concevoir et les allocutions et les éléments de langage pour les différentes interventions. Mais en même temps, il faut dire à André Bois qu'il n'y a pas de mal à ce que les jeunes soulèvent les chaises. On Non, ne va pas non. laisser quelqu'un On va de pas laisser les 65 doyens. Non, non. Oui, Ça va être- voilà. Non, mais en fait, c'est l'équilibre des choses. C'est une aussi, expression oui. consacrée. bien sûr. Mais, Allons-y, monsieur le député, André. Oui, oui. monsieur le député, une chose est aussi de revenir sur le caractère scientifique, parce que si vous l'évoquez, c'est quoi ce dialogue que vous voulez avoir avec la jeunesse au travers du président Gbagbo, que vous ne savez déjà? Je veux dire, là, en quoi est-ce que ce jour-là, les jeunes vont vous dire des choses différentes que vous avez pu observer de leur situation dans la société ivoirienne? Peut-être qu'est-ce que le président Alors, Gbagbo entend dire quand aux vous- jeunes aussi. C'est ça. oui. Oui, Alors, parce que quand non, ils disent vous que le voulez- président va parler. dialogue, Enfin, je comprends Quand en fait. la politique, c'est l'art de la gestion de la cité, n'est-ce pas? Ouais. C'est de gérer les hommes, c'est de gérer la cité. Si je me propose d'être chef de village dans ces villages que nous conformons aujourd'hui, si je veux faire quelque chose, la meilleure façon, c'est de vous demander est-ce que ça, c'est bon pour vous? Le président Gbagbo a eu pour habitude de demander au peuple est-ce que si on fait ça, c'est bon? Est-ce que vous pensez que si on fait ça, c'est bon? C'est pour cela que dans notre parti, on propose toujours. On ne dit pas, on n'impose pas, on propose toujours. Le président Gbagbo, en décembre 2022, à l'occasion d'une tournée, d'un grand meeting qu'il a tenu à Zopé, a annoncé qu'il allait s'adresser à la jeunesse de Côte d'Ivoire, aux jeunes de Côte d'Ivoire. Et c'est conformément à cette promesse-là qu'il y a quelques semaines, il a lancé des missions sur l'ensemble du territoire pour aller écouter les jeunes dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Ça a été fait. Et les préoccupations exprimées par ces jeunes ont été consignées dans un document qu'on a appelé Livre blanc, qui a été officiellement et solennellement remis au président Gbagbo, qu'il a remis au comité scientifique que je préside pour exploitation en vue de sa rencontre avec ces jeunes. Alors, est-ce Aujourd'hui, qu'on peut avoir c'est- juste une petite idée? Vas-y. Juste une idée. Oui. Qu'est-ce que les jeunes demandent en matière, par exemple, juste une, deux, trois idées, Oui. en matière d'emploi sur lesquelles vous allez plancher? Ils demandent quoi? Alors, les jeunes, comme tous Disent les quoi? jeunes du monde, Ouais. ils cherchent des solutions à leurs problèmes d'emploi. Très bien. Ils cherchent des solutions à leurs problèmes existentiels. Et pendant ces rencontres, pendant ces tournées, ils ont expliqué pourquoi certains de leurs camarades allaient mourir en mer pour aller chercher ailleurs ce qui, en réalité, peut se trouver sous les yeux. Et ils ont expliqué aussi les questions de formation, les préoccupations liées à l'éducation et à la formation, les préoccupations liées au sport, aux questions de tout ce qui touche la jeunesse. Et donc, nous avons synthétisé leurs préoccupations. Et je rappelle que quand ils ont exprimé ces préoccupations, ils ont en même temps fait des propositions aussi. Et donc, nous avons synthétisé ces propositions et nous les avons consignées dans un mémorandum, un document de mémorandum que nous avons donné au président Gbagbo pour examen. Mais il faut savoir que le président Gbagbo veut, après avoir entendu ça, lui-même, comme on dit, parler Échanger avec les jeunes. les yeux dans les yeux avec ces jeunes-là pour que, eh bien, ils se parlent et qu'il leur donne, lui, sa vision, mais qu'il les rassure aussi que lorsqu'aujourd'hui on voit nos enfants qui quittent la Côte d'Ivoire, qu'ils considèrent comme un enfer, c'est parce qu'ils considèrent qu'ailleurs ne peut pas être pire. Mais si ailleurs ne peut pas être pire, alors que nous, les dirigeants, nous, les anciens, on sait bien que tout est réuni, Tout est possible en Côte tout est d'Ivoire. possible en Côte d'Ivoire. Ok. La preuve, pendant que nos enfants quittent ici, il y a des gens qui viennent. Et donc, il faut se parler pour qu'on redonne l'espoir et la dignité. D'accord, ok. Moi, je suis bien intéressé par ce que dit l'honorable.
ce que vous décidez de faire, c'est-à-dire envoyer des missions pour écouter les jeunes, on se rappelle que du 31 janvier à pratiquement la mi-février, le gouvernement a lancé les consultations nationales. Et il a reçu des fêtières de jeunesse, près de 307, y compris même des jeunesses même du PPACI, où ils ont reçu un certain nombre de recommandations, les attentes de ces jeunes. Est-ce que vous avez eu connaissance de ce rapport? Est-ce que vous l'avez scruté? Est-ce que vous pensez qu'il s'aligne sur les rapports que vous, votre jeunesse, parce que je suppose que ce que vous allez voir, c'est les jeunesses du PPACI, pas les jeunesses de toute la Côte d'Ivoire. Non. C'est les jeunesses de toute la Côte d'Ivoire. C'est toute la Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. Donc, Voilà. est-ce que vous avez eu connaissance du rapport? Vous pensez qu'il s'aligne sur ce que vous avez présenté? Bien que ça va faire doublon. Alors, il faut d'abord comprendre que le gouvernement pose des actes de gouvernement. Ok. Le président Gbagbo, qui a dirigé le pays pendant 10 ans et qui est aujourd'hui dans l'opposition, pose des actes de leader d'un parti politique dans l'opposition. Le gouvernement a la latitude d'écouter les jeunes et c'est son devoir même. Le président Gbagbo, lui, en tant qu'homme d'État, en tant qu'homme politique, dit « je vais aussi les écouter ». Voilà. Et donc, même si on avait ce rapport, on le garde sous le coude et puis on écoute ce que ces jeunes disent, de manière à ce qu'on compare. Quel est l'objectif? L'objectif, après tout, c'est de faire en sorte qu'on trouve des solutions aux problèmes existentiels de nos enfants. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'une compétition à qui sera le meilleur écouteur des jeunes. C'est ça. C'est qui sera celui qui proposera des solutions à court, moyen et long terme. Surtout des solutions immédiates. Très bien. C'est ça. Honorable Tchédé Jean Gervais, je rappelle que vous êtes président du comité scientifique pour l'organisation de la fête de la Renaissance du PPACI, qui se tiendra le 31 mars, vendredi, c'est demain? À partir de demain. À partir de demain, à la place Figayo à Yopougon. Nous avons été très très heureux de vous recevoir justement sur notre plateau pour en parler. Merci. Alors, avec votre permission, Oui, en 15 secondes, parce que je voudrais demander aux jeunes de Côte d'Ivoire de se rendre massivement au Palais de la Culture, parce que le président Gbagbo va vous parler. Venez et écoutez un autre son. On vous attend. Merci beaucoup, monsieur Tchédé Jean Gervais. Merci André, Élisée, merci Isabelle, merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme. Sur Live TV, on vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau pour un autre numéro du Grand Talk. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.